Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire orienté autour de la supply chain et des enjeux de la technologie de la chaîne de valeur dans le domaine du luxe. Il faut que je fasse attention parce que j'hésite toujours entre le fait de dire supply chain et chaîne de valeur, parce que l'autre jour j'ai fait une intervention et j'ai utilisé un terme qui était le terme fast fashion et on m'a fait remarquer que le terme fast fashion n'était pas compris, qu'il fallait parler de mode éphémère. Donc, je continuerai à parler de supply chain en espérant que tout le monde comprenne ce dont il s'agit. Je suis Christophe Terret, je suis en charge de la direction commerciale pour Centric Software. Centric Software est un éditeur leader dans le domaine de ce qu'on appelle le PLM, la gestion de cycle de vie produit, Product Lifecycle Management. Et nous travaillons essentiellement dans le domaine des industries du luxe et de la mode, de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Et donc, depuis notre création en 2006, nous avons toujours travaillé sur ces problématiques et toujours travaillé sur ce secteur, ce qui fait de nous un acteur qui arrive à agglomérer un certain nombre de tendances sur ce marché et qui est un bon agrégateur, si je peux dire, des tendances que l'on voit sur ce marché du luxe et de la mode. Alors, on peut se demander aujourd'hui pourquoi un éditeur de gestion de cycle de vie produit pourrait être pertinent pour parler de la supply chain. Eh bien, parce que l'ensemble de ces enjeux sont liés. Et les 2 ans de pandémie que l'on vient de se cogner n'ont fait qu'accélérer en fait cette tendance et ont montré qu'aujourd'hui, la notion de développement produit dans son ensemble était fortement influencée par la chaîne de valeur et les acteurs qui la composent. Et donc, nous avons, avec le Journal du Luxe et Eric, travaillé sur des tendances que l'on peut isoler chez nos clients. On sollicite régulièrement nos clients chez Centric, on les sonde régulièrement pour savoir quelles sont les problématiques qui les préoccupent. Et plus particulièrement autour de la supply chain, on a isolé 4 stratégies globales chez nos clients, chez les distributeurs et les marques, pour relever effectivement ces nouveaux défis. Donc c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Donc souvent, l'objectif de cette présentation du sponsor, c'est aussi de faire sa propre promotion. Je vais essayer de ne pas tomber dans ce travail. On pense raisonnablement qu'on a des solutions chez Centric qui peuvent aider à résoudre ces problématiques. Mais en tout cas, je vais essayer de planter le contexte qui permettra à nos autres brillants interlocuteurs et brillants intervenants de poursuivre cet échange. Donc aujourd'hui, je ne vous apprendrai rien en disant que le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui est un contexte qui est complexe, puisque les distributeurs européens, notamment nos clients, étaient forcés, pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas encore entamé leur transformation numérique et digitale, de le faire à un rythme accéléré, compte tenu de ce qu'on a pu vivre lors de la pandémie. Et donc, on a assisté effectivement à un véritable reformatage de la distribution qui a été, au cours de la pandémie, ayant été un accélérateur très important pour beaucoup de maisons. Et aucun secteur n'a été épargné, hein, l'habillement, les produits de grande consommation ou autres. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on est dans une crise, dans une permacrise, une crise permanente. On est malheureusement sorti de la pandémie pour entrer dans une autre actualité encore plus dramatique. Et donc, on peut voir que la souplesse sera véritablement le maître mot probablement sur 2022. Donc, très rapidement, pour introduire les 4 stratégies qu'on a isolées en fait chez nos clients. La première, c'est faire face aux difficultés d'expédition. La deuxième, c'est gérer la volatilité de la demande. La troisième, c'est gérer la disponibilité des achats de matières premières qui ont tendance à complètement flamber. Et la dernière, c'est faire face à la montée en puissance de la distribution en ligne. Et on va voir que sur ce dernier sujet, notamment, beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes avant la pandémie. Donc, pour ce qui concerne difficultés d'expédition. On a vu durant les 2 années de crise que nous avons vécues ensemble eh bien, on était très dépendant d'une chaîne de valeur qui était située à l'étranger et sur laquelle on avait peu de prise sur l'ensemble des acteurs. Donc, les difficultés clairement liées à la gestion d'un écosystème sont
réel et on doit y faire face avec des méthodes de reporting souvent obsolètes que l'on voit chez nos clients où ils n'ont pas l'information nécessaire pour anticiper. Et donc, du coup, on est revenu à des stratégies qui ne sont pas si innovantes que ça finalement, qui sont ni plus ni moins que de rapprocher les centres de production près des sièges ou près des lieux de consommation des produits. Donc, ce n'est pas très original, hein, ça a déjà été fait avant. On a connu cette période d'offshoring et puis maintenant, on est à nouveau dans une période d'onshoring qui, à mon avis, ne durera pas très longtemps parce qu'elle n'est pas viable à terme, mais en tout cas, elle répond à une problématique qui est celle à laquelle nos clients ont à faire face. Bon, clairement, un bon 2/3 de nos clients nous indiquent qu'ils ont été, en tout cas, les ruptures de chaîne d'approvisionnement sont le principal problème qu'ils ont à résoudre aujourd'hui. Je pense qu'on a tous vécu, nous, à titre personnel, des problèmes de livraison, des retards de livraison absolument inexplicables. Pour résoudre les difficultés telles qu'on peut les envisager, nous, chez Centric Software, c'est par exemple le fait de privilégier des échantillons en 3D de façon à épargner aux équipes de longues attentes pour avoir des échantillons physiques. C'est un exemple parmi plein d'autres de ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'acteurs de la gestion du cycle de vie produit. Le deuxième aspect, c'est la volatilité de la demande. Donc, non seulement la chaîne d'approvisionnement difficulté à opérer, mais également les comportements des consommateurs ont changé. Donc, on a bien vu que pendant la crise, voilà, il y a des marques de luxe dont certaines sont présentes sur ce webinaire, se sont mises à fabriquer des masques chirurgicaux, se sont mises à fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc, il a fallu effectivement reconfigurer la chaîne d'approvisionnement dans le domaine. Mais le plus important, et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'essayer de maîtriser au mieux la demande des clients, qui est par nature devenue très volatile. Et donc, le plus simple, c'est d'essayer d'influencer durablement les comportements des consommateurs de manière à ce qu'on puisse être au plus près de la demande et à ce qu'on puisse éviter des phénomènes de saturation ou des phénomènes de mauvaise gestion de cette demande. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a l'émergence d'une conscience chez les consommateurs, en particulier les consommateurs dans le domaine de la mode, qui aujourd'hui commencent à adopter des comportements plus réfléchis. Ils sont plus sensibles à l'origine des produits, on va le voir juste après, mais ils sont aussi en train d'adopter des comportements où le fait de racheter des produits constamment nouveaux tend à ralentir pour privilégier le fait d'acheter, de consommer des produits qui sont plus dans le cœur de ce que propose une marque, par exemple des produits plus traditionnels, ce qu'on appelle les fameux reconduits, des produits flagship, des produits best-sellers, qui reviennent sur le devant de la scène au-delà de ce qui était avant l'intérêt constant pour la nouveauté. Donc on voit qu'il y a un certain conservatisme des consommateurs dans le domaine, ce qui les rassure. Certainement, il y a peut-être une dimension psychologique qu'il faudrait étudier, qu'on n'a pas le temps de faire ici. Mais en tout cas, je pense que l'année 2022, les années suivantes vont nécessiter le fait de se poser des questions sur le mix produit des différentes marques que sont nos clients. Donc, pour résoudre ça, effectivement, il y a différentes solutions. Nous, l'idée, c'est le processus de chaîne de valeur doit être vu dans un ensemble d'une planification, ce qu'on propose aujourd'hui, d'un processus de développement produit, et puis d'une supply chain, d'une chaîne de valeur qui soit véritablement adaptée à la demande. Donc, c'est ce qu'on essaye en tout cas de proposer à nos clients avec nos outils chez Centric. Le troisième aspect qui est important, c'est la disponibilité des achats de matières premières. Qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience d'aller au supermarché et de constater le vide désespérant de certains rayons face à une demande accrue de manière psychologiquement inexplicable. Je vais pas revenir sur les épisodes du début de la pandémie qui sont aujourd'hui risibles, mais on les voit aujourd'hui dans une actualité qui est encore plus dramatique compte tenu des problèmes d'approvisionnement qu'on a sur certaines matières premières alimentaires. Il faut quand même savoir que le conflit actuel en Ukraine de l'aveu même de l'ONU va entraîner une raréfaction de certaines données alimentaires qui n'épargnera aucune économie. Donc on est quand même dans un scénario qui est plus de la science-fiction. Donc clairement aujourd'hui ce qu'on peut voir c'est que l'année 2022 pourrait effectivement annoncer la fin de la position dominante de la Chine en tant que fournisseur sur ces produits. On a également le fait que beaucoup de projets
de type vert sont adoptées. On a eu la fameuse époque du greenwashing. Bon, aujourd'hui, très clairement, on a à faire face à une raréfaction des matières premières, pas que de l'énergie. Globalement, il n'y a qu'une Terre. Elle fait le même diamètre depuis des milliards d'années et elle ne sera pas plus importante demain. Avec 9 milliards d'individus, il est certain qu'il y a des problèmes de fond plus structurels, qu'on n'a pas le temps de débattre ici parce que ce n'est pas l'objet, mais qui influent et qui impactent durablement les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, l'émergence d'une conscience de la durabilité est en train d'être mise en place et en tout cas d'arriver chez les consommateurs. Mais là, tous les sujets ne se valent pas. Si aujourd'hui, un consommateur est intéressé par le fait d'avoir un produit en coton bio, le fait que le coton en question vienne de la vallée du Pendjab en Inde ou de la Turquie, ces cotons n'ont pas du tout le même impact sur l'environnement, n'ont pas du tout le même impact sur l'eutrophisation de l'eau, la raréfaction des sols, etc. Donc, il y a cette émergence d'une conscience, au-delà de la raréfaction des matières premières, il y a une émergence aussi de la volonté des consommateurs d'être mieux informés. Les lois AGEC vont d'ailleurs renforcer cela considérablement. Mais là encore, tous les projets ne se valent pas et tous les circuits d'approvisionnement ne se valent pas, ce qui accroît encore la complexité des approvisionnements. Donc nous, ce qu'on propose chez Centric pour répondre à ça, c'est permettre de gérer notamment la qualité des certificats présentés par les fournisseurs. Il y a rapidement, donc on sait tracer très précisément la provenance d'un produit ou la conformité du fournisseur. Le dernier enjeu, c'est la montée en puissance de la distribution en ligne. Alors là, il y a un constat qui est très surprenant, c'est qu'avant la pandémie, 70% des acteurs de la mode et du luxe n'avaient pas de stratégie online. Alors, beaucoup d'entre eux étaient des PME, effectivement, mais enfin, c'était quand même quelque chose qui était surprenant parce que l'e-commerce aujourd'hui fournit bien sûr des alternatives extrêmement intéressantes du point de vue du consommateur, mais ajoute une complexité très forte. Si on prend une simple combinatoire qui est de regarder quelles sont les variables possibles, en tout cas quelles sont les variantes possibles de production du produit, quelles sont les variantes possibles de stockage de ce produit, quelles sont les variantes possibles de livraison de ce produit, quelles sont les variantes possibles d'accusé de réception de ce produit, on arrive à une combinatoire où il y a plus de 3000 options. Les systèmes traditionnels de gestion de la supply chain ne peuvent pas résoudre ça de manière très facile. Et donc, il faut d'autres outils d'analyse prédictive, il faut d'autres outils apprenants qui permettent de répondre à ces enjeux de la distribution en ligne qui a considérablement bouleversé le mode de distribution de consommation. Donc, on fournit également un certain nombre d'outils dans le domaine chez Centric Software, en particulier via des outils collaboratifs ou une gestion des stocks via un référentiel unifié grâce au PLM. Voilà, je suis heureux d'avoir pu planter ce décor avec vous et j'espère qu'il servira de support à des échanges fructueux entre les différents brillants intervenants sur ce webinaire. Merci Eric. Très bien, ben vous m'envoyez parfaitement la balle, puisqu'on va commencer le début de cette table ronde. Vous avez parlé de développement durable, de LSO. Je suis très heureux d'accueillir Elisa Niebzo, qui est chez BCR Sustainable Business Leader. Bienvenue Elisa et merci d'être parmi nous. La première question, quelles sont les missions de BSR ? Et justement, quelle est l'importance? Alors, c'est une évidence, mais c'est important de le redire, à quel point, finalement, ce challenge formidable du sustainable, si la supply chain n'est pas là, c'est que du vent. Exactement. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup de m'inclure dans ce panel. Je suis vraiment ravie de pouvoir aborder ces sujets avec vous. Je suis très contente de quelques points qu'a fait Christophe sur lesquels je vais rebondir. Mais tout d'abord, voilà, donc je suis Elisa Niemzo, je suis vice-présidente chez BSR. J'aide le secteur du luxe à mieux appréhender le monde qui est en plein bouleversement, comme on le sent tous, et à aller vers une croissance soutenable, à devenir plus résilient et plus inclusif. Il s'agit aussi d'une très belle opportunité pour les maisons de luxe de se différencier à travers leurs engagements et aussi à travers leur création.
BSR donc, est en fait un réseau d'entreprises dédié au développement durable. Nous travaillons avec plus de 300 entreprises de grandes multinationales. Nous avons démarré aux États-Unis, d'où mon petit accent, il y a plus de 30 ans. Et nous travaillons avec non seulement le luxe, mais aussi d'autres secteurs. Donc, Dassault Systèmes, petit clin d'œil à Christophe, est membre de BSR. Mais chez BSR, nous travaillons aussi beaucoup avec le secteur du luxe. J'anime le Responsible Luxury Initiative au sein de BSR. Et cette initiative rassemble les grands acteurs du luxe comme Richemont et LVMH ici présents. Et on travaille sur les enjeux de sustainable business, comme on dit, à la fois environnement, mais aussi les enjeux sociaux. Voilà, tous les enjeux qui émergent, qui sont persistants et bien connus dans l'industrie, comme le bien-être animal. Donc, en ce qui concerne la supply chain, donc un très beau sujet, effectivement, aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas le téléphone qui sonne. Supply chain et en quoi est-ce que BSR contribue ou travaille aujourd'hui? Je pense que je parlerai peut-être pour donner un contexte à la discussion de deux défis. Il y en a tellement en ce moment, mais peut-être de deux défis qui sont vraiment liés à la résilience et aux chaînes d'approvisionnement. Tout d'abord, un défi lié au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Christophe l'a évoqué avec l'augmentation des prix du coton. On travaille sur le sujet chez BSR depuis de nombreuses années. En 2015, on a publié avec Kering un rapport qui faisait état des risques climat pour le secteur du luxe et plus particulièrement sur les matières premières clés utilisées par le secteur, donc sur le cuir, le coton de qualité, la vigogne. Et on savait déjà, et maintenant on le voit de plus en plus, que le secteur dépend de matières précieuses avec des qualités vraiment précises, que ce soit dans la mode, mais aussi les raisins, le champagne, la beauté. Et toutes ces matières, leur qualité change avec les changements climatiques et la disponibilité change. Et donc, quand on rajoute ce problème vraiment de fond qui va perdurer encore des décennies, aux crises conjoncturelles, géopolitiques, Russie, Chine, etc., on crée vraiment d'énormes soucis pour les chaînes d'approvisionnement parce qu'aujourd'hui, toutes les maisons de luxe cherchent à avoir des matières certifiées avec des standards et un respect de l'environnement, de la biodiversité, des critères sociaux fortes, au bon prix, disponibles, etc. Et voilà, tout ce contexte met vraiment à mal le bon déroulement de ces chaînes. Je vais parler aussi d'un deuxième défi, Christophe l'a évoqué également, et c'est le défi de la décroissance, donc sujet vraiment passionnant. Je parlerai peut-être du défi d'une croissance juste, et soutenable. Je pense que la grande question est apparemment le bac, l'a posé aux jeunes étudiants français cette année. Est-ce que grâce à la technologie, on peut repousser les limites de la croissance, on peut repousser les limites de la planète? Et là, on en est en plein dedans, on sera en plein dedans encore pendant de nombreuses années. Là où il est intéressant pour les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, c'est que de nombreux experts en supply chain, en technologie, nous disent qu'on peut effectivement fabriquer moins et augmenter les marges. Et il y a plusieurs axes pour ça et je pense qu'on... On le traitera, en effet. Voilà, on va les... Dans la table ronde. On va les traiter. Réduire les invendus par une meilleure gestion des stocks, mieux connecter tout ce qui est supply et demande par l'omnicanal, une meilleure analyse des tendances et des besoins des clients au travers d'une exploitation des data, etc. Donc, tout cela existe et je pense que toutes ces solutions sont vraiment intéressantes à explorer pour arriver à cette croissance juste et soutenable. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop. Non, mais on va continuer. Merci, Elisa. Raphaël Auriel, je vous demande de rentrer dans la salle, s'il vous plaît.
Hop. Alors, vous êtes Richemont Logistics Supply Chain Solution Director. Bienvenue, Raphaël. C'est la première fois que vous venez dans nos webinars. Alors, vous êtes un pur spécialiste de la supply chain. Alors, j'ai deux questions focus par rapport à vous. Quelles sont les spécificités d'une supply chain hard luxury, puisque c'est le cœur de métier de Richemont? Et puis, une question plus géographique. Comparé à d'autres groupes comme LVMH ou Kering, vous avez un centre de gravité qui est extrêmement suisse, on va dire, naturellement. Est-ce que du coup, le fait d'avoir ce centre de gravité géographique, c'est un facteur facilitateur ou alors finalement pas si important que ça? À vous et bienvenue, Raphaël. Merci beaucoup de me recevoir pour ce webinaire. Donc, juste pour présenter les activités que je représente dans le groupe Richemont. Donc, chez Richemont, en fait, j'ai en charge les différents projets de transformation, autant dans le domaine de la logistique que dans le domaine de la supply chain, et donc en particulier dans le domaine de la supply chain, pour lequel j'ai un background, on va dire, assez long, effectivement, sur le sujet. Pour répondre à la question, donc déjà pour préciser, le hard luxury, donc là, on est en train de parler des maisons joaillères et des maisons horlogères du groupe qui, effectivement, représentent une partie très significative de l'activité du groupe Richemont. Et c'est vrai que cette supply chain, quand on la prend de bout en bout, elle peut paraître simple, mais en même temps, elle est assez complexe pour une raison assez simple, en fait. C'est que beaucoup de références, on a énormément de références dans ces domaines-là, pas mal de nouveautés. Ensuite, après, quand on est dans la joaillerie, si vous rajoutez la notion de taille, ça augmente le nombre de références. Nous avons des produits qui ont une certaine valeur. Donc, dans le domaine du hard luxury, les produits sont assez coûteux et nous avons un réseau de distribution qui est important. Ce qui fait qu'à la fin, quand vous allez, et ça les experts de la supply chain vont sourire, mais quand vous allez regarder au niveau d'un point de vente à la référence les ventes qu'on a, si vous voulez faire une analyse data des différentes ventes au point de vente, vous allez vous rendre compte qu'on a plus de 0 que de 1 en termes de vente, autrement dit des ventes très très faibles, y compris pour des best-sellers, hein, d'ailleurs de certaines des maisons du groupe, pour lesquelles il est très 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 compliqué de réaliser des prévisions de qualité. C'est pour ça que quand on revient sur la question de l'amélioration des prévisions pour essayer de mieux prévoir, c'est vrai que dans le hard luxury, c'est un sujet assez complexe et pour lequel, plutôt que de s'appuyer sur des prévisions, on essaie de s'appuyer de plus en plus sur un modèle d'agilité et de vitesse de notre distribution, incluant aussi d'ailleurs de l'agilité et de la vitesse au niveau de nos manufactures qui sont internes au groupe. Ensuite, pour la question de la… Voilà. Oui. Pardon, vas-y. La question géographique maintenant. Oui, la question géographique. Alors, la question de la géographie de la Suisse, en fait, il y a deux avantages à être en Suisse. Le premier, c'est que l'ensemble de notre réseau, en tout cas dans la partie horlogère de fournisseurs, est suisse. Donc, ça nous permet d'avoir une proximité très forte avec notre réseau de fournisseurs qui fournit les produits au niveau de qualité attendu pour les exigences que nous avons au niveau du groupe. Donc, ça permet de gagner en agilité et en vitesse, en tout cas sur ce domaine de l'amont, donc le domaine de la manufacture et des manufactures de nos fournisseurs, qui est essentiel pour l'agilité ensuite dans la distribution. Ça, c'est un premier point clé. Le deuxième point clé, c'est que la Suisse étant au cœur de l'Europe, là, c'est plus pour la distribution que je vais en parler, mais c'est tout aussi valable pour un groupe comme LVMH que comme Kering, qui sont localisés en Europe. Hein. On a l'avantage d'avoir un grand nombre de hubs de transport au niveau de l'Europe qui peut nous permettre, en cas de crise, comme on peut les vivre aujourd'hui, de trouver des canaux de livraison, de distribution différents en termes de flux de transport vers les pays à l'international. Donc, ça nous permet d'avoir une plus grande agilité sur nos choix, en tout cas de pouvoir réagir très rapidement en cas de crise, comme aujourd'hui, par exemple, sur trouver les bonnes routes logistiques qui nous permettront de délivrer quand même nos clients à la fin. Une petite question peut-être totalement stupide. On est sur du hard luxury, on est sur des pièces qui sont extrêmement délicates, précieuses, fragiles, comme une pièce joaillière ou une montre. Est-ce que ça, du coup, cette fragilité, entre guillemets, de l'objet, ça a une implication extrêmement forte sur la supply? Disons que c'est quand on est dans le hard luxury, dans l'ensemble de tous nos critères qualité, qui soient dans tout ce qui est manutention, transport, sont assez forts. C'est-à-dire que dans toutes nos exigences, quelles qu'elles soient nos exigences internes dans la gestion de nos entrepôts, les exigences avec nos transporteurs,
tout ça est pris en compte de façon à garantir une qualité conforme, on va dire ça comme ça, hein, une qualité conforme de nos produits non touchés dans les différents points de vente, distributeurs externes, en particulier pour l'horlogerie. Merci. Tout est conçu dans ce sens-là, en tout cas au niveau de la logistique. Merci beaucoup. On revient à vous d'ici quelques minutes, Raphaël, pour la table ronde et encore bienvenue. Alors, j'ai le plaisir de recevoir un ami, puisque déjà d'une part, la parole de Franck Lemoine, CEO d'LVMH et board member d'Aura, est rare et précieux. Et Franck, je ne vais pas vous dire bienvenue, puisque c'est la deuxième fois que vous nous faites l'honneur d'être parmi nous. Vous connaissez bien la scène. Et c'est vrai que vous allez apporter du coup une lumière, pas forcément uniquement supply, mais on est supply et forcément tech. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est justement, vous êtes sur un groupe qui est extrêmement important, avec des maisons très différentes les unes des autres, avec des activités différentes. Quelles sont les spécificités tech supply chain du groupe LVMH? Et forcément, on pense unification. Est-ce qu'une unification tech et supply chain est possible ou souhaitable? Bienvenue, Franck. Écoutez, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci à nouveau, Eric, de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de participer à vos échanges et à vos webinars. Je pense que tech et supply chain sont en tout cas deux fonctions qui sont essentielles au sein du groupe LVMH et de nos maisons. Et notamment la première, la supply chain, puisque à tout seigneur, tout honneur, on va quand même parler des métiers et des métiers que la technologie supporte. Comme vous le savez et comme vous pouvez l'imaginer, la supply chain au sein des maisons d'LVMH couvre un spectre très large de l'achat des matières premières à l'approvisionnement de nos magasins et avec, je pense, la caractéristique qu'on rencontre souvent dans l'industrie du luxe, c'est quand même l'obsession de la satisfaction et l'obsession de la satisfaction de nos clients et des attentes de nos clients. Cette supply chain, elle a un rôle clé également en étant garante, bien entendu, du processus de fabrication. Et j'ai tendance à dire, parce qu'un certain nombre d'intervenants précédents, à la fois Christophe et d'autres intervenants en ont parlé, en étant quelque part aussi garante d'un processus de fabrication de plus en plus respectueux d'une empreinte sociale et d'une empreinte écologique optimale. Ça, c'est un point fort. Et j'ai tendance à dire, et ça s'est encore accru dans les derniers mois et les dernières semaines, enfin dans les 2 dernières années et les derniers mois qu'on a connus, elle porte par ailleurs, je pense, de nombreux nouveaux challenges que l'on note globalement dans l'industrie du luxe, mais qui sont aussi très prégnants et très présents chez LVMH, qui sont l'accélération de l'e-commerce, absolument un sujet très important sur lequel on aura l'occasion de revenir un peu plus tard, l'accélération de l'omnicanal, l'accélération des enjeux de livraison du dernier kilomètre, sans même parler effectivement du savoir-faire en matière de prévision, d'optimisation de la distribution, de l'efficacité de la chaîne logistique, notamment dans un univers effectivement extrêmement bouleversé depuis ces 2 années de crise Covid et par ailleurs une Chine encore bouleversée depuis quelques mois alors qu'on pensait que les choses rentraient dans l'ordre et comme ça a été évoqué aussi par de nombreux intervenants, des impacts puissants sur les chaînes logistiques avec les différentes pénuries ou les différents conflits qu'on est amené à rencontrer de façon globale. Et quelque part, le deuxième sujet, c'est la tech. Et la tech, elle est en miroir de cette supply chain en accompagnant cette challenge, puisque j'ai tendance à dire que finalement, on va avoir une supply chain qui est de plus en plus digitale, de plus en plus technologique, et notre tech se doit d'être au service de cette supply chain digitale et technologique, avec, je pense que ça a été mentionné par ailleurs par Raphaël, comme on peut le voir chez Richemont, on a les mêmes enjeux, qui est un enjeu d'agilité, d'hyper-réactivité. J'adore certains leaders supply chain d'LVMH qui ont l'habitude de dire qu'on vit dans un monde qui est désormais totalement imprédictible. Il était déjà difficilement prédictible avant le Covid. Il devient de plus en plus difficilement prédictible depuis le Covid et avec les sujets que l'on rencontre depuis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la technologie en général, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la technologie chez LVMH? Je pense qu'on peut mettre en perspective, 5 axes. Le premier, c'est
des investissements, des solutions, des projets, et on reviendra après sur comment on essaye de les globaliser, de les harmoniser, qui vont quand même travailler au quotidien la performance de la planification, la performance de la prévision de vente, les prévisions de distribution, les politiques d'assortiment, le meilleur assortiment au meilleur endroit, voilà, bien expédier juste ce qu'il faut, pas trop, pour ne pas avoir à retourner dans des contextes de retour qui sont toujours compliqués. Donc, un focus très fort sur l'efficacité de la prévision commerciale. J'ai tendance à dire, et ça c'est quand même le métier de la tech, hein, c'est quand même aussi de penser à la résilience. Ce qui est très important aujourd'hui, on l'a bien vu dans la période Covid, avoir une supply chain résiliente, c'est aussi désormais avoir une technologie résiliente. Donc, des basiques comme la cybersécurité, mais comme aussi la continuité de la logistique opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour honorer le fonctionnement des entrepôts, pour honorer le fonctionnement du e-commerce et de l'omnicanal, sont des enjeux qui sont effectivement extrêmement importants. Le troisième sujet sur lequel on accélère et qui encore met en perspective cette dimension technologique, supply chain et la concaténation des deux, c'est effectivement l'accélération qu'on a vue depuis 2 ans, qui avait déjà commencé d'ailleurs dans certaines de nos maisons avant, hein, sur la partie e-commerce, sur la partie omnicanal et sur la partie vente à distance. Le quatrième sujet qui me paraît aussi porteur d'une proximité entre technologie et supply chain, c'est tout ce qui va concerner l'innovation. On a besoin de cette innovation. L'innovation, on aura l'occasion d'y revenir peut-être juste après ou un peu plus tard sur la partie blockchain, mais tout ce qui va concerner le pilotage des stocks, le RFID, l'accompagnement des phénomènes de traçabilité, l'accompagnement de la performance des entrepôts, l'accompagnement de la performance des expéditions par l'innovation me semble très important. Et enfin, j'ai tendance à mettre le 5e point en exergue, et je pense que si on n'en parlerait pas, on ne ferait pas un bon métier en matière de technologie. On est de plus en plus dans un monde où on utilise la data, et la data, elle est au cœur de tout. Donc, c'est un peu un lieu commun. Je pense qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans un webinaire, Eric. C'est un lieu commun, cette data. Mais la data, aujourd'hui, elle est cruciale. Elle est cruciale notamment en matière de logistique. Bien maîtriser toutes les données de stock, toutes les données de vente, toutes les données d'assortiment, pouvoir concaténer ces datas, pouvoir construire de l'algorithmie, pouvoir construire du machine learning sur tous ces sujets-là est absolument indispensable pour avoir une technologie performante, mais surtout une technologie performante au service d'une supply chain plus efficace de notre groupe et de nos maisons. Voilà, donc ça me paraît les éléments de réponse à votre premier point. Et donc, pour revenir sur votre deuxième question, l'unification, bien entendu que l'unification, c'est une démarche qui est en route, et c'est une démarche qui est en route. On est un groupe effectivement divers, multiple, aux multiples divisions, mais pour autant, un certain nombre de points de proximité existent sur l'ensemble de ces divisions. Les logiques de prévision entre certains métiers sont les mêmes, les logiques de replenishment, les logiques de management de stock sont les mêmes entre certains métiers. Donc oui, on est en train de développer depuis 2 ans, et on renforce ça tous les jours, une véritable, je pense, démarche d'harmonisation, de globalisation, de synergie, bien sûr toujours dans le respect de nos maisons, de leurs spécificités, mais désormais, on met en place une vision avec des choix de plateforme extrêmement clairs, avec effectivement une démarche où on va plutôt encourager, j'ai tendance à dire, pour reprendre le mot d'un président chez LVMH, le copy with pride, copier avec fierté pour accélérer, et notamment sur les domaines de tout ce qui concerne les prévisions commerciales, des solutions de PLM, des solutions d'omnicanalité, des solutions effectivement d'innovation et bien entendu des solutions de data. Au niveau du groupe LVMH, on le dit, on a créé désormais depuis 1 an et demi une data factory au niveau du groupe qui est composée d'un certain nombre de data scientists, de data ingénieurs qui vont effectivement explorer de nombreux territoires, et ils explorent notamment le territoire de la supply chain, de la logistique et de l'assortiment produit pour effectivement développer des algorithmes, du machine learning qui vont permettre à nos métiers, à nos planeurs, à nos sales planners, à nos patrons logistiques, à nos patrons supply, quelles que soient leurs activités, d'avoir des outils, d'avoir des accélérateurs qui vont leur permettre de réagir plus vite et avec plus de précision compte tenu des multiples challenges qu'ils ont à gérer au quotidien. Je vais vous poser une petite question un peu stupide. Vous parlez d'accélération, des piliers d'accélération. Est-ce qu'il y a un endroit où justement on est dans le ralentissement ?
Est-ce qu'il y a un endroit où on est dans le ralentissement? Non, je ne vois pas. Je pense qu'on est, en tout cas sur la technologie, on est sur effectivement trouver les bonnes solutions qui vont permettre à toutes nos maisons de s'adapter à un contexte de plus en plus, comment dire, difficilement prédictible, comme je l'évoquais, y compris si ces contextes sont parfois des contextes de ralentissement ponctuels. Mais je ne vois pas aujourd'hui de territoire véritablement de ralentissement. Alors, ce n'est pas véritablement un territoire de ralentissement, c'est un territoire de préoccupation qui a été exposé précédemment, qui va être celui quand même de l'environnement. C'est-à-dire que je pense qu'on va être de plus en plus conscient et on lance des initiatives effectivement pour faire en sorte que notre technologie, notre tech soit de plus en plus responsable et permette aussi de développer des processus responsables qui vont porter effectivement une préoccupation environnementale de plus en plus importante et de plus en plus percutante. Donc là, on va plutôt accélérer la technologie pour essayer d'être un petit peu plus modéré et ralenti sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc là, je vois plutôt le ralentissement là-dessus. Voilà, merci pour votre point de vue express. Franck, on se retrouve d'ici quelques minutes. Dernier invité, alors c'est un ami là aussi de la maison. J'ai le plaisir de retrouver Alexis Bonhomme, Farfetch vice-président Greater China and Asia Pacific, en direct de Shanghai. En direct de Shanghai. On a tremblé jusqu'au bout, mais merci Alexis d'être là. Alors, avant de vous poser des questions sur… alors, c'est forcément en confinement et la supply chain, comment ça va? Comment ça va à Shanghai? Est-ce que vous voyez le début du soleil revenir? Comment ça se passe? Alors là, il est presque 1h du matin, donc le soleil, non, mais on est résilient. Vous savez, à Shanghai, c'est une ville de 26 millions d'habitants. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, tous les grands groupes sont là. Donc c'est vrai, il y a une entraide psychologique et morale qui est assez forte. Et après, bon, en tant qu'entrepreneur en Chine, on a le cuir épais, on a une peau de crocodile. Donc on arrive à avoir un objectif, comme on le disait un peu en backstage avant. Et la résilience est là et la lumière au bout du tunnel. A priori, on parlerait de juin, ce qui est très bientôt, donc ce qui est une chose positive pour tous ceux qui opèrent un business ici. Merci. Ben, en tout cas, on vous souhaite bien du plaisir et continuer à être en force. En plus, avec la famille qui s'est agrandie, avec un bébé, c'est pas forcément non, c'est sportif. C'est rock'n'roll, c'est très rock'n'roll. Ouais. Alors bon, la question, après, on va revenir forcément vers vous, mais vous, de Farfetch, du coup, en même temps, on présente Shanghai comme le cœur de la supply chain mondiale. Quel est l'impact vraiment supply de ce confinement qui dure? Oui, le confinement, merci Eric et merci encore pour ton invitation et à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce soir, cet après-midi. Shanghai, c'est vraiment un centre névralgique. C'est un centre névralgique au niveau mondial, c'est un centre névralgique au niveau chinois. Et ce qui se passe avec cette flambée Omicron, c'est un véritable stress test qui se passe en fait en ce moment sur la supply chain et notamment avec des conséquences logistiques en termes de délai, en termes de coûts qui sont importants. Avant de rentrer dans le détail sur ces deux points, peut-être quelques chiffres à partager à ceux qui nous écoutent sur Shanghai. Shanghai, depuis presque 12 ans, le premier port logistique mondial. Donc, c'est vraiment un endroit extrêmement important pour tout ce qui est supply chain et logistique. Et à l'échelle de la Chine, c'est à peu près 20% du trade international qui part de Chine vers le reste du monde, vers l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Donc, un endroit essentiel qu'on peut que difficilement contourner. Je crois que Raphaël de Richemont précédemment disait qu'on pouvait essayer en Europe de bosser via plusieurs plateformes. En Chine, c'est un petit peu plus compliqué, on va le voir ultérieurement. Donc, premier point, le poids de Shanghai en termes de centre névralgique et sur la supply chain. Le deuxième point, sur le luxe. On parle de luxe aujourd'hui. Si on regarde l'industrie du luxe en termes d'importation, Shanghai, c'est 70% des importations de montres. Alors, je parle sous le contrôle de Richemont et de LVMH, mais
c'est à peu près 70%, 60% de la mode et vêtements, 50% de la cosmétique et 30% de l'automobile, des vins ou des diamants. Et donc, toutes ces catégories de produits qui sont délivrés aux consommateurs chinois se font via l'aérien et les aéroports de Shanghai, mais aussi surtout par le maritime. Et donc ça pose véritablement problème puisque à un moment donné, quand on a eu la crise Covid en début 2020, toutes les équipes à Shanghai justement voulaient recevoir un peu plus de logistique, un peu plus de marchandises. C'était pas forcément évident de gérer tout ça. Donc Shanghai, extrêmement important. La crise Omicron en ce moment a deux impacts qui sont assez essentiels et assez durs. Un impact sur les délais et un impact sur les coûts. Donc, on est vraiment un impact énormément sur la logistique. Sur les délais, Shanghai, en termes de terminal portuaire, c'est très largement automatisé. Donc, le port de Shanghai, l'aéroport de Shanghai, fonctionne de manière entre guillemets normale. Les bateaux, si on parle de maritime, partent moins pleins que d'habitude. Les marchandises, elles mettent un peu plus de temps à arriver. En règle générale, en ce moment, on parle de 3 à 10 jours de retard quand les bateaux quittent le port. Et si je vous donne un chiffre très concret, c'était au 12 mai de cette année, donc il y a quelques jours, on avait une attente de presque 13 jours, ce qui est quasiment 200% d'augmentation par rapport à ce qu'on avait fin mars. Donc ça, c'est vraiment l'attente pour charger les bateaux et les bateaux qui partent. Il y a un impact énorme sur la logistique. Les délais sont dus à quoi? Ils sont dus essentiellement aux restrictions Covid, aux restrictions sanitaires que le gouvernement met en place et qui touchent énormément, notamment les chauffeurs routiers chinois, qui sont malheureusement soumis aux mêmes règles draconiennes de tests, de circuits fermés pour le travail. Et donc, vous avez Shanghai, la ville de Shanghai, qui a perdu 45% de sa capacité des poids lourds depuis fin mars. Donc, en fait, vous avez un aéroport qui fonctionne, vous avez un port qui fonctionne, mais vous n'avez personne pour charger les bateaux. Vous n'avez personne pour décharger les bateaux. Donc, ça, c'est un problème essentiel. On a pensé, alors ce n'est pas nous Farfetch, mais c'est l'industrie, à essayer de dérouter, en tout cas pour ce qui est du maritime, qui représente quand même 90% de l'arrivée des marchandises en Chine, on a pensé dérouter vers des ports plus petits. Donc, ce que disait Raphaël de Richemont, en Europe, on a cette capacité. En Chine, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a déjà, la taille des porte-conteneurs qui sont assez énormes à Shanghai. Et donc, tous les ports chinois ne sont pas équipés de cette manière-là. Et l'autre, qui est un problème un peu plus administratif, c'est les exportateurs, en règle générale, ils sont rattachés à un bureau de douane précis. Donc, il y a un peu moins de flexibilité sur la paperasse administrative. Sur la partie domestique, donc là, on est vraiment sur l'import ou l'export. Sur la partie domestique, tous ceux qui ont des entrepôts en Chine, et notamment ceux qui ont des entrepôts à Shanghai, qui est dans l'industrie du luxe quelque chose d'extrêmement commun, font face à la même problématique, à savoir les entrepôts, les warehouses, sont en circuit fermé. Donc, ça fait des semaines que ces entrepôts n'étaient pas accessibles. Le gouvernement de Shanghai a récemment fait une liste d'à peu près 700 compagnies qui ont, sous certains critères, la possibilité de redémarrer leur warehouse. Et donc, concrètement, vous allez avoir en temps normal, je vais prendre l'exemple de 150 personnes qui bossent dans votre entrepôt, vous pouvez en avoir qu'une vingtaine. Et cette vingtaine de manutentionnaires doivent dormir, manger, travailler sur site. Ils n'ont pas le droit de quitter l'entrepôt. Ils doivent vivre en circuit fermé. Et donc là, au moment où on parle, on arrive début juin, on devrait avoir une réouverture. Vous avez des malls très connus sur Shanghai, Plaza 66, Taikoo Hui du groupe Swire, qui disent à leurs locataires, à leurs tenants, rouvrez les magasins, il n'y a pas de problème, mais par contre, vos staffs doivent rester dans les magasins, en circuit fermé. Et donc, on arrive justement à une certaine dichotomie entre la théorie et la réalité. Ça va dans le bon sens, on est sur une certaine réouverture, mais il y a quand même des problèmes qui sont encore importants sur les délais, la logistique, qu'elle soit à l'international ou qu'elle soit en domestique. Deuxième point avant de conclure, les coûts. On a parlé, je crois, en introduction sur les coûts de, encore une fois, la logistique. Donc là, on va être en export de la Chine vers l'Europe, en export de la Chine vers les États-Unis. Les chiffres que nous avons, c'est un conteneur, en gros, coûtait $4 000 en 2020, avant la crise Covid.
il coûtait quasiment 8 000 $, 7 600 $ en 2021. Et là, avant le nouvel an chinois, on était à 13 000 US dollars. 13 000 US dollars. Ces coûts sont évidemment ou malheureusement, ça dépend comment on le voit, répercuté sur le consommateur final, mais on a vraiment une hausse assez importante due aux conditions qu'on a mentionnées plus haut. Ça, c'est sur le maritime. Sur l'aérien, les coûts restent élevés, mais c'est essentiellement aussi dû à une augmentation du fuel, du carburant. Pas forcément à une demande. Donc, on a une augmentation qui est élevée sur l'aérien, mais vraiment, c'est le maritime qui prend une part de lion et les coûts sont devenus assez dantesques. En domestique, pour conclure, les landlords, les grands propriétaires fonciers n'ont pas véritablement aidé, ou en tout cas pas de manière directe et officielle, les locataires. Donc, vous avez des magasins qui sont absolument fermés depuis 2 mois. Il n'y a pas vraiment d'aide. Donc, quand on est Richemont, LVMH ou Kering, je pense qu'on peut faire le dos rond, on peut passer le cut. Quand c'est des sociétés plus petites, quand c'est des restaurants, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on verra ce que ça donne dans les semaines qui viennent. Un dernier chiffre avant de passer, je crois qu'on a une deuxième question après. Une société comme Starbucks, une société intéressante en Chine, puisqu'ils ont, alors ce n'est pas forcément du luxe, ça dépend comment on le voit, mais ils ont 5 600 magasins. 5 600 magasins en Chine, donc ils arrivent à couvrir l'entièreté du pays, en tout cas pour les villes premier, deuxième et troisième tiers. Il y a quelques semaines, on discutait avec eux et ils nous disaient qu'ils avaient 70% de leurs magasins qui étaient impactés par les restrictions sanitaires. Donc, impactés d'une fermeture pure et simple à, bon, on a des tests à faire à nos usagers quand ils viennent, ou en tout cas, ils doivent nous montrer un test PCR ou un test Covid avant de rentrer dans le magasin prendre leur café. Donc, l'impact a été très dur. C'est en train de s'ouvrir, ça c'est la conclusion. Retour progressif à la normale attendu pour juin. Donc, il y a une lumière au bout du tunnel. On reste résilient et positif, pas au sens médical du terme, mais au sens psychologique du terme. On va quand même vers du mieux, donc on peut s'attendre à une année qui va reprendre avec une certaine normalité. Alors, ce qui est fascinant à t'écouter, Alexis, c'est rare. Enfin, tu as un esprit fin d'un point de vue marketing et tu es un vrai passionné de supply. Oui, alors ça c'est peut-être plus sur la partie business, la partie Farfetch. C'est assez intéressant de voir les différents business models. Et quand on écoutait Raphaël, quand on écoutait Franck alors après c'est des géants du luxe, on est quand même sur des sociétés qui restent extrêmement agiles, qui restent extrêmement réactives. Et donc ça c'est vrai, nous, on est une société Farfetch purement online. On n'a pas ou quasiment pas de retail. Et on est une société basée sur une techno. Donc, on est avant tout des ingénieurs qui créent une technologie en vue de vendre un produit de luxe, en vue de distribuer un produit de luxe. Et les questions qu'on nous pose souvent en termes de supply chain ou alors en termes de business model, c'est comment vous fonctionnez. Et pour faire très simple, on a différents business models, mais le business model core de Farfetch, c'est la marketplace, où on n'est pas propriétaire des stocks, on est un intermédiaire entre un consommateur final et un produit. Et en fait, pour sourcer ce produit-là, on va se sourcer auprès des entrepôts ou des magasins, des marques directement, ou auprès des boutiques qui vendent ces produits-là. Et donc, on n'est pas propriétaire des stocks, on les distribue partout dans le monde, avec justement, et c'est je pense, une des conclusions du thème de rester très réactif et très agile d'un point de vue technologique. Notre technologie nous permet de sourcer des produits divers et variés sur une multitude de points de stock points, on en a à peu près 1000. Et donc, on peut livrer un consommateur chinois au départ d'une warehouse, d'un entrepôt à Shanghai. On peut aussi livrer au départ d'un entrepôt au Japon, en France, en Suisse ou aux États-Unis. Et donc ça nous permet de toujours livrer. Et donc, au moment où la crise a été faite sur Shanghai, évidemment complètement bloqué, mais puisqu'on est une société aussi et surtout de cross-border, on peut toujours continuer à envoyer des marchandises à Canton, à Pékin, à Chengdu, et donc continuer à avoir du business. Et ça, c'est dû véritablement à une techno et à une vision, à une manière d'intellectualiser la supply chain qui est agile et réactive.
Merci beaucoup, Alexis. Tu restes avec nous. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, d'ouvrir à nouveau vos caméras et vos micros. On s'attaque à la partie round table, table ronde, qui va être animée par Sidney Biolay. Et j'en profite, vous êtes, c'est intéressant, plus le temps passe et plus l'audience monte. Donc, on voit que la passion est là. On sait que les communautés du Journal du Luxe, vous êtes des passionnés et le Cogito Fortis, c'est aussi pour vous. Donc, amis du public, posez vos questions sur le chat. Sidé va animer et moi, je vais avoir du coup, je m'efface et je vais avoir un œil sur le chat. Sidé, c'est à toi. Bon, ben, merci à vous tous. Déjà, c'est très, très intéressant de vous étendre, répondre aux questions qu'on se pose. J'ai envie de poser une première question. On avait imaginé quelque chose, Eric. Je voudrais juste un tout petit peu modifier la réponse suite à ce qu'Alexis disait. Alexis, tu as dit un mot important à mon sens qui est l'agilité. Les crises qu'on a traversées nous ont tous obligés à devenir agiles et à penser agilité du matin au soir. Donc, la première question que j'aurais envie de poser, c'est sûrement pour Raphaël chez Richemont, c'est quel est l'impact, mais du coup positif, qu'on a pu voir dans le groupe face à ces crises qui ont peut-être renforcé, je ne sais pas, les budgets de recherche et développement dans la supply chain, le rapprochement de la supply chain avec des métiers qui étaient dits essentiels avant dans le luxe. Qu'est-ce que tu as pu voir comme changement positif là-dessus? Et j'aurais envie de poser la même question à Franck, du coup, sur la partie IT après. Alors, c'est un excellent point, puisque c'est vrai que quand on a pris, il y a quelques années déjà en arrière, le début de la crise Covid, donc, qui a des années-lumière en termes d'impact par rapport à même les impacts aujourd'hui d'un confinement chinois, ça a mis en péril l'intégralité de notre supply chain, globalement, puisqu'on a dû remettre en cause énormément de choses. En fait, on est tombé dans un monde totalement imprévisible. On ne savait pas du tout ni comment, ni quand ça allait pouvoir se reprendre, comment on allait sortir de cette situation quand on s'est retrouvé fin mars et en avril. Donc, ça nous a vraiment positionné en fait les métiers de la supply chain au cœur de la tourmente, et en particulier, ça nous a surtout mis en avant et ça nous a permis d'énormément réfléchir sur le positionnement et sur le rôle de ces fonctions dans le groupe, qui fait qu'à aujourd'hui, ça a plutôt un effet d'accélérateur de la mise en place de cette agilité. Alors, elle était déjà en place sur un certain nombre de choses. On avait déjà anticipé un certain nombre de mises en place, en particulier au niveau des routes logistiques, pour s'assurer d'avoir une continuité quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, ça a renforcé énormément les réflexions autour des business models à employer, que ce soit pour les modèles du hard luxury ou que ce soit aussi même pour les modèles de fashion accessories, les maisons comme Montblanc ou comme Chloé, ont énormément réfléchi et fait progresser le domaine de la supply chain au niveau du groupe. Donc, beaucoup d'enjeux qui se sont retrouvés, puisqu'on a eu le cumul, donc les problématiques de choix qu'on a dû prendre en termes de production sur les ralentissements, puis des accélérations quand le business est revenu. C'est aussi au moment du Covid qu'on a eu une accélération assez vertigineuse de tout ce qui est e-commerce. C'est-à-dire que là, on a vraiment eu une accélération des usages. C'est devenu, même pour nous, un mode de distribution nécessaire. Quand on a toutes les boutiques fermées, de toute façon, c'est tout ce qui reste. C'est de réussir à mettre en place des activités qui nous permettent d'avoir une continuité des ventes là-dessus. Donc, on a vraiment eu de grosses accélérations. Au niveau des business models supply chain, une grosse agilité qui a été mise en place au niveau de la logistique, au niveau worldwide, avec en particulier, c'est ce que je disais, en termes d'agilité, la mise en place de routes intermédiaires qui permet de répondre en fait aux attentes de nos clients de façon efficace. On s'est retrouvé en situation avec des entrepôts complètement fermés, avec une activité e-commerce qui ne pouvait plus être exécutée en local et qu'on a exécuté directement depuis la Suisse à des clients à l'international. Donc, on a vraiment mis en place un certain nombre de flux nouveaux et une agilité dans cette livraison. Donc, ça a été quelque chose qui est lent progressé. Au niveau de la tech aussi, donc les choses ont évolué et ont accéléré, puisque l'omnicanalité étant devenue un de nos grands leviers durant la crise et maintenant est quelque chose qui est complètement installé en fait, au niveau du groupe et qui continue à se développer. Donc, on a beaucoup de choses qui ont été mises en place au niveau de la tech, de façon à être capable de supporter des nouveaux business models donc, internationaux, la mise en place de tous les modèles autour de livraison des boutiques, qui aujourd'hui est quelque chose qui est en place. On peut livrer des clients directement depuis nos boutiques, ce qui est très, très utile d'ailleurs actuellement en Chine, pour être très clair.
Et donc voilà, donc le métier de la supply chain, c'est vrai, est passé on top, est passé très visible au niveau du groupe et a permis en fait de supporter l'ensemble de tous les événements que l'on vit, que ce soit le début du Covid, la réaccélération post-Covid, puis la guerre, puis maintenant la Chine. Donc, je pense qu'on est effectivement dans un monde où il faut arrêter de penser qu'on va être capable de prédire quoi que ce soit et se mettre en situation d'être agile et de pouvoir réagir très rapidement à toutes les situations, quelles qu'elles soient. Tu disais quelque chose d'intéressant, c'est l'idée que, plutôt ce que tu disais me faisait penser à quelque chose, c'est qu'au fond, la supply chain devient un élément indispensable dans le luxe, dans l'expérience du client. On parle de livraison, on parle de fabrication de produits, achat de matières premières. Tu as vraiment senti le changement, toi, dans le groupe, dans ton service, dans ton département, entre le rôle de la supply chain avant et après? Alors clairement, c'est-à-dire on s'est vraiment positionné sur une logique très on dit customer obsession dans le groupe, donc très tourné sur le customer obsession. Donc l'objectif premier, c'est clairement la satisfaction du client. Donc ça passe par la capacité à donner un service de livraison au client. Donc quand on parle vraiment de logistique, par exemple, avec, comme le disait Franck tout à l'heure, une accélération d'un nombre de services de mise en œuvre autour du last mile, pour être capable de livrer avec des services de proximité de haut niveau pour un groupe de luxe. Et de livrer aussi sur des délais très rapides, justement en utilisant cette agilité qu'on a mise en place par la capacité de livrer directement depuis nos boutiques. Merci beaucoup. Du coup, question miroir, Franck, sur l'IT, même si le groupe est novateur sur ces sujets-là, est-ce que vous avez senti, vous aussi, des changements positifs face à ces crises qui sont peut-être devenus maintenant des marqueurs ou des leviers de progression, soit de chiffre d'affaires, d'expérience, de satisfaction client? Oui, je l'ai déjà un peu évoqué dans l'introduction et je pense qu'il y a des parallèles très forts avec ce que le groupe Richemont et Raphaël viennent d'exprimer. Je pense que cette crise, ça a été un révélateur et un accélérateur sur certains sujets. Faut quand même dire que, je prenais votre dernière question, je pense que la supply chain était, avant le Covid, je pense, une arme essentielle et un atout essentiel des leaders du luxe. Et on avait déjà, dans la plupart de nos grandes maisons et les maisons qui sont très en pointe sur ce sujet-là, qui sont nos maisons leaders, les maisons comme Vuitton, les maisons comme Christian Dior, les maisons comme Sephora, on avait une certaine maturité, une certaine excellence de la supply chain et de la logistique opérationnelle qui d'ailleurs nous ont permis d'aborder avec certainement parfois un tout petit peu plus de facilité que d'autres les périodes sombres qu'on a connues. Mais c'est vrai que cette crise, c'est un révélateur et ça a permis de reconcentrer des investissements extrêmement forts. Donc, je l'ai dit, concentration des investissements sur le e-commerce. On avait déjà des leaders du e-commerce avant. Ces leaders du e-commerce sont sortis encore plus forts de cette crise après. Et donc, tous les investissements qu'on a fait en matière de plateforme, tous les investissements qu'on a fait en matière d'omnicanalité qui deviennent une de nos obsessions, tout ce qu'on a fait en matière de clienteling, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, malgré cette crise, et y compris bientôt en Chine où malheureusement nos vendeurs vont dormir dans nos magasins pour ouvrir, le vendeur est resté au centre de nos préoccupations et reste au centre de la relation client. Tout ce qu'on a fait en matière de clienteling, tout ce qu'on a fait en matière de gestion de rendez-vous, prise de rendez-vous, remote selling, gestion des showrooms et du développement produit en mode distant, gestion même dans certains cas des fashion shows qui se sont déroulés en mode distant. Donc, toute cette concentration de la technologie sur le e-commerce, l'omnicanal, l'expérience client, l'expérience magasin, le remote paiement, livrer nos clients avec le click and collect ou depuis un autre magasin, tout ça, ces crises ont été un accélérateur. C'est incontestable. C'est un vrai accélérateur pour nos métiers de la supply. On a une demande forte et justifiée de nos métiers supply d'être servis en technologie pour faire face à tous ces enjeux-là. Je pense que ça a été aussi parfois un révélateur pour reconsidérer un certain nombre de choix, notamment dans la chaîne et dans les implantations. On a parfois pu noter qu'on était parfois un peu trop central ou trop centré sur un certain nombre de pays. Donc, ça nous a permis aussi de reconsidérer, de reconstruire un certain nombre de processus. Et je pense que voilà, ça nous a permis de, malgré des choix qui ont été drastiques, effectivement, d'investissement,
on a su se recentrer, on a su réinvestir sur des sujets extrêmement forts qui désormais sont des acquis et sont des acquis qui nous permettent tous les jours davantage d'accélérer et de prendre des parts de marché par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait différemment. Oui, bien sûr. Et j'aurais envie de vous poser une question un peu généraliste. Quand on entend IT supply chain, est-ce que vous pourriez, chacun à tour de rôle, me donner comme ça l'exemple qui prouve pour vous que l'IT et la supply chain ont répondu à l'extension permanente du luxe, on fait partie de la résilience du luxe, parce qu'on voit que les chiffres finalement du luxe sont très bons dans beaucoup de domaines, malgré encore quelques blocages et quelques empêchements pour fonctionner à plein régime. Mais si on reprend ces 3 dernières années, est-ce que vous pourriez chacun me donner un exemple? Voilà, la preuve dans mon groupe ou sur tel projet que l'IT et la supply chain ont permis à être résilient et à faire encore mieux qu'avant. Si je me permets, je vais répondre. Alexis, vas-y. Ouais, je vais commencer. Non, parce que c'est assez intéressant parce que le question de l'IT, en tout cas, est devenu au cœur de la supply chain. La supply chain, c'est un grand générateur de data. Ça, si vous rajoutez toute la data collectée au niveau des clients, ça nous fait quand même une mine d'informations qui nous permet d'accélérer dans la prise de décision. Donc, c'est pour ça que dès l'instant qu'on a mis en place un cœur data qui fonctionne correctement et qui est capable de donner en fait des bons insights pour être capable de prendre des décisions rapides, ça devient un accélérateur de la supply chain. C'est-à-dire qu'on est capable très rapidement, donc c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir il y a 20 ans, tout ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la data et des capacités de prise de décision, mais ça nous permet de réagir très rapidement sur une attente d'un client local et d'être capable de répondre vraiment très rapidement à ce besoin-là. Si vous y mettez en face le bon modèle supply chain et le bon flux physique logistique, vous êtes capable très rapidement de combler un manque ou de répondre à un besoin ou de redéplacer des pièces pour les localiser là où le marché va venir. Donc, vraiment essayer de répondre à ces attentes-là. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans le luxe, on n'a pas des millions de stocks. Le stock nous coûte assez cher. Donc, on se doit de localiser nos produits le mieux possible pour répondre le mieux possible aux attentes de nos clients. Super. Alexis, peut-être, j'avais une autre question qui me vient en tête pour toi, Alexis, suite à ce qui se dit, mais est-ce que déjà, ce qui pour toi a été le plus marquant chez Farfetch après cette crise, IT, supply chain, comment est-ce que ça a réussi ensemble à faire la différence pour, même si le e-commerce est quand même bien placé dans cette crise pour tirer son épingle du jeu? Non, c'est sûr, merci. On l'a évoqué précédemment, on a une base technologique, on a une culture technologique, une culture d'ingénieur. Et donc, c'est vrai qu'on essaie toujours de raisonner comment on pourrait améliorer les choses. Une des choses qu'on a vu créées par la crise, c'est de garder une certaine flexibilité. On a mentionné le terme d'agilité, mais on peut être à la fois une boîte de cross-border, une boîte à la fois en domestique, de logistique domestique. On peut être à la fois une marketplace et on peut être à la fois un wholesaler, ce qui est le cas chez nous. On est propriétaire de Browns avec lequel on achète la marchandise. Donc, on essaye à chaque fois de s'adapter. On arrive à connaître à peu près, on parlait des tendances et de la data qui aidait à anticiper un peu ce que les consommateurs veulent. On arrive à avoir une masse d'informations aujourd'hui, notamment sur la catégorie mode et hard luxury, où on arrive à prédire ce que les consommateurs vont vouloir. Si je dois prendre un exemple concret sur mon marché, qui est plus le marché asiatique et chinois, on a pris la décision il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans, de tout localiser. Localiser la techno. Donc, vous avez une app, j'espère que certains d'entre vous utilisent pour acheter sur Farfetch, qui est une app globale sur Android, sur iOS. On a créé l'équivalent en version chinoise, donc pas seulement traduite, mais des apps qui sont complètement différentes, avec des fonctionnalités complètement différentes. Et donc ça, c'est une décision qui a été prise il y a quelques années, qui est payante, puisqu'on est probablement la boîte étrangère, en tout cas dans notre domaine, la plus localisée en Chine, que ça soit sur les plateformes de com, les plateformes de transaction, ou tout ce qui est customer service et clienteling. Super. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est très intéressant. Si j'ai envie de poser une question à Raphaël quand même. Comment est-ce que face à vous, des marques ou des acteurs du luxe viennent pour que vous les aidiez à trouver le juste équilibre pour rendre ces supply chains plus responsables, la consommation des équipes IT ou du digital plus responsable
ou est-ce que c'est vous qui venez avec des solutions et des axes de réflexion pour mieux travailler là-dessus? Je dirais que pardon. C'était à qui la question? Raphaël, allez, vas-y. Non, donc, comme le disait Franck, c'est pareil dans le groupe Richemont, on a des différents niveaux de maturité des maisons au niveau de la supply chain. La maturité de la maison quartier en particulier, de grandes maisons, est bien plus grande, bien plus importante et beaucoup plus investie dans les sujets tech et data qu'on ne pourrait l'avoir sur des maisons plus petites comme que Langue et Zoneux ou de Nîmes dans les maisons fashion. Donc, dans les fonctionnements que l'on a au niveau du groupe sur les super maisons sont assez différents suivant ce qu'on va donner à des maisons comme Roger Dubuis, Languezonneux, Vacheron Constantin, qui sont des maisons de plus petite taille par rapport à ce que l'on va fournir et les discussions qu'on va avoir avec la maison quartier. Donc, les niveaux de service et les niveaux de support qu'on fournit sont complètement différenciés, avec toujours une logique quand même qui est assez importante d'uniformisation des pratiques entre les différentes maisons du groupe. Donc ça inclut donc les pratiques, ça inclut aussi les plateformes technologiques pour lesquelles on investit au niveau du groupe et sur lesquelles on essaie d'arriver justement sur des propositions de services qui soit d'un côté on propose directement des services aux différentes maisons, soit on supporte les maisons dans leur transformation ou la mise en place de services où on aide les maisons à s'intégrer mieux dans notre template logistique, puisque le Richemont a la particularité d'avoir une logistique unique pour toutes les marques. Superbe. Et forcément, Elisa, la question vient ensuite vers toi. Est-ce que tu as la sensation que les marques, les maisons, les groupes viennent vers toi pour mieux comprendre, pour avoir des grilles d'évaluation de leur performance sur ces sujets? En général, quand ils viennent, c'est dans quel postulat? Oui, donc on a bien sûr des demandes qui viennent vers nous dans le contexte du Responsible Luxury Initiative. C'est voilà, surtout tous nos membres qui se concurrencent dans le domaine commercial, mais qui arrivent à se mettre d'accord d'un point de vue de la partie sustainability sur les enjeux sur lesquels on va travailler. Donc en 2021, on a démarré un énorme travail sur le e-commerce responsable. Qui collait tout à fait avec l'accélération du e-commerce dans le luxe, qui a été accéléré avec le Covid. Et on a fait une mise en commun d'une analyse de tous les risques et les opportunités, et on continue le travail en 2022. Donc, on a vu, par exemple, que l'impact du e-commerce, l'e-commerce fait augmenter les impacts en termes d'émissions de carbone, surtout au niveau des livraisons express, au niveau de tous les retours et bien sûr au niveau du last mile. Donc, si on regarde l'ensemble de l'inventaire des émissions, oui, le e-commerce a une petite part, mais vu que c'est quelque chose qui augmente, c'est essentiel pour une maison, pour les plateformes logistiques, vraiment d'intégrer les données dans leurs mesures d'impact et aussi de réduire. Donc, on a identifié cet impact-là, aussi des risques sociaux. En ce qui concerne les travailleurs dans ces chaînes logistiques et de supply chain, on a fait plusieurs études là-dessus chez BSR et on sait que ce sont des travailleurs assez vulnérables de façon générale, parfois des migrants, etc. Donc voilà, on parle déjà des vendeurs qui vont dormir dans les boutiques. Donc vous voyez un petit peu les enjeux tels qu'ils peuvent être aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, pour finir là-dessus, je pense que le luxe a des opportunités, de belles opportunités de déployer leur créativité en ce qui concerne le changement des comportements et des habitudes de consommation. Donc, à la fois sur tout ce qui est délai de livraison, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'opter pour une livraison express et on ne se rend pas compte de l'impact. Or, des études montrent que si on informe les consommateurs, une étude a montré que 85% des consommatrices seraient prêtes à accepter une livraison plus lente si on leur parlait de l'impact. Donc voilà, réduire cette frénésie d'aller plus vite qui n'est pas toujours nécessaire, ça peut vraiment faire une différence. La question des retours.
aussi, avec des moyens technologiques qui sont mis en place pour pouvoir savoir quelle est la bonne taille, se visualiser avec tout ce qui est AR, VR, etc. Et finalement, le packaging. Donc, le packaging est un source d'émissions, de ressources importants. Il faudrait qu'on amène les consommatrices, consommateurs à des packaging réutilisables. Il est évident maintenant que juste recycler, c'est pas suffisant, très intense en termes de consommation d'eau et d'énergie. Donc, voilà, de belles opportunités pour le luxe d'être créatif dans l'influence sur les comportements et les normes. Ce qu'ils savent très bien faire. J'avais une question pour Franck maintenant. Est-ce que la tech est devenue une arme de différenciation stratégique pour des marques, pour des groupes chez LVMH déjà dans un premier temps? Est-ce que vous comprenez la question? Enfin, non, oui, je vois bien. Enfin, je vois bien et je comprends bien la question. Je la trouve un peu culottée, c'est pour ça que j'ai… Non, mais je pense que je comprends bien la question. Et est-ce que c'est une arme de différenciation stratégique? En tout cas, je ne sais pas si c'est une arme, mais ça constitue clairement des outils, une approche qui va permettre effectivement, et surtout la façon dont on va mettre en œuvre cette technologie va être quelque part, avec certitude, un vecteur de différenciation stratégique majeur. Et on va revenir à nouveau sur 3 ou 4 thèmes qu'on a mis en perspective et que j'ai mis en perspective. Le premier thème où comment dire, la technologie est une arme de différenciation, c'est sur la continuité et la résilience. Aujourd'hui, l'univers de la technologie, c'est quand même un univers effectivement qui est empreint d'un niveau de risque absolument croissant, d'un niveau d'attaque sans précédent qui impacte tous les acteurs, bien entendu les acteurs les plus institutionnels et les plus vitaux, mais aujourd'hui tout acteur est menacé, que ce soit un pure player e-commerce, que ce soit une entreprise de logistique, une entreprise dans l'univers du luxe. Donc la maîtrise de la protection de la technologie, la maîtrise de la protection de la cybersécurité est un sujet essentiel à la résilience et à la continuité des entreprises, quelles qu'elles soient, et notamment les acteurs du luxe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la tech aujourd'hui, notamment avec les plateformes qui se mettent en perspective. Enfin, 2 sujets. Les plateformes et la capacité à travailler et à faire fédérer autour de ces technologiques un écosystème de start-up qui va permettre de l'innovation sont aussi des armes importantes. Donc, maîtriser effectivement des grandes quantités de data, utiliser au mieux, sans citer de nom, les plateformes américaines, européennes, si elles pouvaient exister un peu plus, ça serait encore mieux, et chinoises en matière de cloud et de software as a service, sont des atouts qui sont à la disposition des acteurs du luxe et qui vont permettre de se différencier sur les sujets data, sur la manipulation des data, sur l'intelligence artificielle, sur l'algorithmie, sur la performance du e-commerce, sur la résilience et la proactivité du e-commerce. C'est une certitude. La capacité à mettre en place des plateformes les plus sophistiquées possibles, les plus innovantes possibles pour ajuster les prévisions de vente, ajuster les assortiments produits, ajuster les plans de distribution, changer les shipments, ajuster les politiques de livraison du dernier kilomètre. Il y a ceux qui les maîtrisent bien, il y a ceux qui les maîtrisent moins bien. Quand on les maîtrise bien, a priori, on va se porter mieux que si on les maîtrise moins bien. Et voilà. Et par ailleurs, j'ai tendance à dire que également, on voit un univers nouveau, et je pense qu'on pourra en parler aussi avec Richemont et Farfetch, sur tous ces sujets de la blockchain, du NFT, du métaverse, un peu les lieux communs et les tartes à la crème du moment, mais qui sont incontestablement des choses qui sont en train de se mettre en perspective, dont la plupart des acteurs vont s'emparer, dont les acteurs du luxe s'emparent, et qui vont être une opportunité, certainement à court et moyen terme, d'inventer un canal complémentaire ou une valeur ajoutée complémentaire à nos canaux digitaux actuels. Et bien entendu, ceux qui seront présents sur ces sujets-là se porteront mieux que ceux qui ne sont pas présents. Ouais, je pense aussi. Alexis, tu veux apporter peut-être un complément? Farfetch est souvent… au début, Farfetch avait beaucoup l'image du sublime acteur de la supply chain. Après, c'est devenu une marketplace, wholesale, solutions techniques et tout ce qu'on connaît d'extraordinaire. Mais est-ce que
tech, l'image tech que vous aviez, est-ce que tu penses que ça a été une arme de différenciation stratégique au début pour faire sa place au milieu de tous les autres acteurs qui pouvaient déjà être là? Oui, on est arrivé un peu plus tard sur le marché. Enfin, les pionniers de net-à-porter, je crois qu'ils ont commencé avant Farfetch, peut-être quasiment 10 ans avant. Et donc, c'est vrai que c'est une société qui a établi la possibilité de vendre du luxe en ligne, la possibilité de proposer du luxe et de répondre à la question, est-ce qu'un consommateur, un jour, va-t-il acheter un produit online et pas seulement dans un magasin retail? Nous, on est arrivé avec une base techno, ingénierie. Et après, on s'est mis à comprendre le luxe, si je puis dire comme ça, plutôt que l'inverse, de comprendre venir du luxe et essayer de faire de la tech. Donc, il y a une manière qui était peut-être un peu plus simple d'opérer. On a gardé cette base. On a appris depuis maintenant 14 ans comment communiquer, comment travailler avec les partenaires, pas seulement les wholesalers, mais depuis pas mal d'années avec un business model de e-concession. Donc, on a aujourd'hui 400 à 500 marques en direct. Sur Farfetch, on a directement leur stock dans nos warehouses ou dans les leurs. Et donc, on a toujours essayé d'ajuster notre business model par rapport aux tendances du marché. Mais les fondamentaux, ouais, c'est un peu des ingénieurs qui essaient de comprendre le luxe, non pas des gens du luxe qui essaient de comprendre la tech. C'est un peu, je résume schématiquement, mais c'est un peu, en tout cas, le feeling que j'ai eu quand je suis arrivé dans la société il y a 4 ans. Super. Et je voudrais, avant de poser la dernière question, j'ai envie de me dire quelles sont les erreurs à ne pas connaître aujourd'hui. On se rend compte donc en échangeant avec vous que la supply chain, la tech, l'IT, les solutions digitales font partie de la résilience et de la force du luxe. D'un autre côté, on entend aussi qu'il faut consommer ça avec parcimonie, qu'il faut peut-être faire un croix sur la livraison en 24 heures, peut-être trouver des solutions pour que le dernier kilomètre, est-ce que ce n'est pas le consommateur, inimaginable dans le luxe, mais qui irait vers le paquet plutôt que l'inverse. Si on devait se servir de tout ce qui s'est passé ces dernières années, de l'essor du e-commerce et de toutes les discussions qu'on vient d'avoir là, quelles seraient les erreurs à ne pas commettre ou à ne plus commettre? Et j'ai envie de donner la parole en premier à Elisa pour nous ouvrir un peu vers une voie plus génératrice de bien-être, on va dire. Oui, je pense que on a parlé déjà des livraisons express. Moi, j'entends beaucoup là parler de transport aérien. Et je sais que le secteur du luxe ne va jamais se passer de transport aérien. Il est 20 à 30 fois plus impactant en termes de CO2. Et le grand défi qu'on a, c'est de transformer l'ensemble de l'industrie avec des fuels plus sustainable. Et aujourd'hui, ce marché aérien a besoin de signaux de demande forte de la part de marques, non seulement du luxe, mais de toutes les marques de consommation, pour investir, du co-investissement, des solutions de financement. Donc voilà, je pense que c'est un enjeu qui est important, il me semble, dans toutes ces questions de logistique, les modes de transport et que fait-on de l'aérien. Et pour être passé un petit peu par un site e-commerce aussi, ça me paraît évident que éduquer le consommateur à attendre 3 jours pour recevoir son colis, là où on voit que souvent un des premières motivations d'achat, c'est d'être livré en 24 heures. Comment est-ce qu'on imagine ça, Alexis? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être réfléchi chez les grands acteurs du e-commerce, d'aller éduquer les clients sur des déclencheurs d'achat presque? Ouais, le consommateur s'habitue vite. Donc, si on commence à l'habituer à être livré en 24 heures, on lui dit que demain, ça sera 72 heures, c'est peut-être un peu compliqué. Là-dessus, après avoir un prisme asiatique ou occidental, on a aussi des différences culturelles. On peut avoir une appétence ou en tout cas des attentes qui vont différer entre le marché américain, européen et asiatique. On voit notamment sur tout ce qui est sustainability, ce rapport à la nature, ce rapport à l'impact carbone. En Asie, c'est encore relativement faible. En Chine, c'est encore relativement faible. Évidemment, les marques travaillent là-dessus, les consommateurs commencent à montrer l'intérêt, mais on a quand même un gap important qui existe entre une consommatrice shanghaïenne et une consommatrice qui est basée à Los Angeles en Californie. Le fait que le produit soit sustainable, le fait qu'il n'y ait pas d'impact sur la planète ne va pas forcément être dans le top 3 pour la consommatrice en Chine. Donc, ça va prendre le temps, mais c'est vrai que marché par marché, on peut sentir des grandes différences culturelles là-dessus.
Intéressant. Et Eric, tu voulais poser des petites questions? J'avais envie de finir sur les questions en nouvelles technologies, blockchain et Web 3.0. Oui, vas-y. Après, je vais enchaîner sur les questions du public parce qu'il y a beaucoup de questions. J'imagine. Avec tout ce qu'on s'est dit, et comme le disait très bien Franck, il y a les marronniers du moment qu'on est obligé d'utiliser et de tous parler et de s'y intéresser, mais quelles sont pour vous réellement les nouvelles technologies incontournables dans celles qu'on entend? La question qui suit est un peu une réponse en soi, mais est-ce que blockchain est vraiment la clé, une des clés techniques qui peut aider la supply chain à améliorer son service et ses résultats? Qui veut répondre? Moi, je pense que c'est une question pour Franck. Ça, je dis rien. Hein. Ouais. Je me lance. C'est pour vous, Franck, ça. Je prends la question. Écoutez, je pense qu'effectivement, dans les technologies incontournables du moment, on va parler de ces deux-là, mais je pense qu'une fois de plus, je reviendrai quand même sur les 2-3 fondamentaux. Les technologies, pour moi, qui me semblent incontournables en ce moment et qui sont la performance à court terme, moyen terme, ça reste effectivement, je le redis parce que j'y tiens, c'est un sujet qui est crucial, qui est protéger nos données, protéger nos data, protéger nos informations clients. Donc, c'est toutes les technologies qui vont permettre effectivement d'affronter un risque et une cybermenace de plus en plus importante. Donc ça me paraît essentiel. Et je pense que d'ailleurs, ça devient state of mind de la plupart des présidents et des COMEX. Et ça doit aussi impacter l'industrie du luxe. Je reste. Le deuxième point me semble être effectivement parce que on en parle moins, mais c'est toujours très présent et c'est une opportunité fantastique. C'est de toute façon l'utilisation de la data. On a une source incroyable de données sur nos clients, les parcours de nos clients, nos données de stock, nos données de vente, nos données d'expédition, nos données d'approvisionnement, nos données de production. Et donc, vraiment la construction de la data, d'une data propre dans les maisons, quelles qu'elles soient, et dans les maisons de luxe, aujourd'hui, l'exploitation de cette data avec de l'algorithmie plus ou moins sophistiquée pour être de plus en plus percutant ou de moins en moins impactant sur l'environnement est quelque chose qui me semble absolument essentiel. Donc, je remettrai effectivement la data comme un sujet qui est toujours d'une énorme actualité, qui va rester d'une actualité pendant encore de nombreux mois et de nombreuses années. Et effectivement, je pense que les technologies dont il faut s'emparer, mais dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas complètement nouvelles. Hein, parce que en fait, quand on parle aujourd'hui de métaverse ou quand on parle aujourd'hui de présentation, on parle quand même beaucoup de virtual reality, d'augmented reality, et c'est des choses dont effectivement il faut s'emparer, qui existent depuis 3-4 ans, mais dont on s'empare de façon de plus en plus industrielle et de plus en plus qualitative. Et effectivement, je pense que, pour conclure, la blockchain, en tout cas dans sa promesse de porter des smart contracts et de ces smart contracts qui vont effectivement être capables de tracer une chaîne de valeur, de tracer l'authenticité, les compositions, les différentes étapes d'un produit, voire même de son design, de sa fabrication, de sa production à sa distribution, et les usages clients qui vont permettre effectivement d'être faits derrière, constituent des opportunités. Mais une blockchain en tant que telle, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas un socle data et s'il n'y a pas un socle de processus, y compris production, supply et distribution efficace. Donc, je pense que c'est les 3 sujets que je mettrais en avant. Et bien entendu, ils viendront utilement compléter des performances et des enjeux désormais où on a des front office, e-commerce, omnicanal, retail, magasins qui sont de plus en plus mêlés et qui seront, je pense, de plus en plus portés et sublimés par ces 3 ou 4 sujets que j'ai cités précédemment. Super. Ben, merci beaucoup. Merci pour cet échange à vous tous. Eric, tu veux peut-être donner la parole au public maintenant ? On va faire les questions du chat. Alors, on va aller, il est 29, on va aller en mode commando. Finalement, réponse courte, s'il vous plaît, et merci beaucoup. Première question, est-ce que vous voyez une réouverture rapide d'un bocage jusqu'aux élections?
Tu veux que je prenne cette question, Eric? On va le dire, peut-être. Ouais. Écoutez, avec les informations qu'on a ici, il y a une prise de conscience qui est très claire du gouvernement sur l'impact économique. Il y a évidemment d'autres tensions et d'autres raisonnements derrière, mais on pense qu'on va vers… En tout cas, Shanghai, c'est 26 millions d'habitants, la Chine, c'est 1,5 milliard. On arrive à une réouverture de Shanghai et pour l'instant, ce qui est fait à Pékin tient la route. Donc, on n'a pas un lockdown à Pékin strict et dur. Donc, a priori, ça devrait ouvrir avant les élections qui, a priori, seraient en novembre, fin octobre, novembre de cette année, le prochain congrès du parti. On espère avant novembre. Une question espère. Aura Blockchain. Qu'est-ce que Aura Blockchain peut apporter en termes de traçabilité du produit de luxe? Est-ce que cela peut apporter en termes de valeur pour le client et en même temps de valeur service client et data? Alors ça, elle est clairement pour moi, mais je pense qu'y avoir en partie répondu, Eric. En vrai, je pense que Aura Blockchain, c'est effectivement d'abord le regroupement de 5 acteurs du luxe, effectivement avec le groupe Richemont, Cartier et Van Cleef, le groupe Prada, le groupe italien Nice de Brève, bien entendu le groupe LVMH. Et la semaine dernière, on a eu la joie et le plaisir d'accueillir Mercedes-Benz qui a rejoint Aura. Donc, c'est effectivement la blockchain du luxe pour l'industrie du luxe et sa proposition de valeur, c'est une proposition de valeur exhaustive et pas simplement de trop se galvauder comme certains sur simplement des NFT ou du metaverse, mais c'est une proposition de valeur pour accompagner et effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur de l'origine de la fabrication des produits jusqu'à, pour ceux qui le souhaitent, une approche customer facing. Donc, c'est effectivement la promesse d'Aura, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité, puisqu'il y a à peu près 17 millions de produits aujourd'hui qui tournent dans la blockchain Aura. C'est un smart contract qui va être effectivement personnalisable par les différentes maisons de luxe et qui va pouvoir porter ou pas, si elles le souhaitent, les différentes étapes de la chaîne de valeur, de leur chaîne de production, de leur chaîne de fabrication, y inscrire effectivement les différentes étapes du produit avec des use cases qui peuvent être des use cases de type supply chain, des use cases de type environnement et qui vont effectivement permettre, pour ceux qui le veulent, effectivement, d'avoir d'être customer facing et de renseigner au travers d'applications digitales qui seront développées par les maisons et de produire un certificat digital qui permettra effectivement aux clients de connaître toute partie du cycle de vie produit, d'obtenir un certain nombre de services. Je pense à des services de réparation, je pense à des services effectivement d'after sales, je pense à des services effectivement, pourquoi pas pour ceux qui veulent le faire, des services de revente. Donc, c'est tout ce smart contract qui va porter la chaîne de valeur d'un point de vue blockchain de l'industrie. En tout cas, c'est notre souhait de l'industrie des produits de luxe. J'imagine que vous allez beaucoup en parler à Vivatech d'ici quelques semaines d'Aura. Entre autres, pas que, mais entre autres. Entre autres. Une question, on va prendre une ou deux dernières questions. Une question par rapport à la data. Comment utilisez-vous la data pour améliorer l'efficacité des prévisions commerciales afin d'améliorer la politique d'assortiment et par conséquent améliorer les taux d'écoulement et réduire les stocks résiduels? Quel outil utilisez-vous? Utilisation de l'IA. Voilà. Complet la question. En une minute. Ça doit être un acheteur qui cherche à améliorer ses performances. Qui doit répondre? Oui. Ah, mais comme vous voulez. Donc, moi, je peux répondre un bout en disant que chez Richemont, effectivement, on travaille sur ce type d'algorithmie, justement, au niveau du Argus-Zurich. Comme je vous l'ai dit, on est sur des stocks qui doivent être contrôlés au niveau du groupe. Donc, effectivement, un certain nombre de préoccupations que sont l'amélioration de la qualité des prévisions, la meilleure définition d'un assortiment, l'accélération de la prise de décision et la meilleure prise de décision pour aller déposer la bonne pièce au bon endroit ou voir directement la bonne pièce directement au bon client dans les marchés sont des préoccupations pour lesquelles on travaille de notre côté au niveau technologique sur ce type d'algorithme. Merci. Il y a une dernière question, elle est intéressante parce qu'elle touche au RH. Comment montez-vous en compétence vos collaborateurs sur les nouveaux sujets tech? Avez-vous une méthode? Donc là, vraiment, la notion de monter en compétence de vos collaborateurs. Écoutez, je la prends, puis peut-être que nos amis de Farfetch pourront aussi nous dire comment ils font.
Donc, c'est un défi du quotidien. Donc, je pense que ça passe d'abord par une politique de recrutement adaptée, hein, et on est tous confrontés à cette logique de recruter les bons talents en matière de technologie. Voilà. Clairement, par contre, on sait tous qu'il y a une pénurie. Donc, de toute façon, ça passe par la transformation, la formation de nos équipes. Et donc, on porte une intention particulière, effectivement, à investir sur un certain nombre de formations sur les grands sujets d'aujourd'hui et de demain, notamment sur la partie data, sur la partie omnicanal et sur la partie e-commerce. Mais ça passe aussi, je pense, et on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on parlait d'agilité, ça passe aussi désormais par des organisations qui vont être totalement différentes. Je pense que ce qui fait l'accélération technologique et supply en ce moment, c'est les modes de fonctionnement. Et donc, de plus en plus, on va introduire ces concepts qu'on appelle en matière de tech de développement agile, d'organisation en mode produit, hein, avec effectivement des équipes intégrées entre supply, entre technologie, avec des product owners, des lead développeurs, des petites équipes qui vont effectivement s'entraider à la fois entre business et technologie, qui vont s'auto-former, qui vont s'auto-développer avec une logique de cycle court. Et on arrive comme ça à renforcer la formation de nos métiers et renforcer la formation de nos technologies. Si on prend le sujet de la data aujourd'hui, la data ne doit plus devenir un sujet que de spécialistes. La data est aussi un sujet de manager et on va porter une attention particulière à former nos managers, que ce soit nos managers logistiques, nos managers supply, nos managers marketing, nos managers financiers, nos managers RH, voire retail, à tous ces concepts de data. Donc, il y a de toute façon un effort de formation important qu'on produit. Et par exemple, au sein du groupe LVMH, on est en train de lancer un certain nombre d'académies. On a lancé notamment une Data Academy. On va lancer effectivement une Omnicanal Academy pour faire en sorte de faire progresser à la fois nos compétences techniques, mais en même temps nos compétences métiers. Je vais ajouter un complément à Franck. Le décilement fait la même chose globalement entre les différents grands groupes. Un point qui est important, je rebondis sur ce que disait Franck tout à l'heure en termes de nouvelles technologies qui sont disponibles. Il y a effectivement des nouvelles technologies qui sont des technologies mises au service directement des éléments du business, c'est-à-dire qu'au-delà des aspects complètement tech, de plus en plus dans les équipes, alors supply chain, mais pas que, on doit développer des compétences assez hybrides entre des compétences très métiers, orientés supply chain et la capacité d'utiliser justement ces nouveaux outils agiles directement par le business pour augmenter les capacités et continuer à gagner en agilité directement au niveau des équipes supply chain. Donc aussi une évolution et une transition d'un certain nombre de compétences un peu plus techniques vers les équipes business et plus hybrides pour utiliser cette nouvelle plateforme data et de data visualization and so on au niveau directement des équipes des opérations métiers.